Bonjour et bienvenue dans ce déjà 5e épisode de Flag Football Talks. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Romain de Chevigny et après plus de 15 ans de flag football et de football américain en France, dont 3 saisons en tant que manager de l'équipe de France féminine de flag, ça me tient à cœur. Je souhaite donner la parole aux joueurs, aux joueuses et à toutes ces personnes qui prennent de leur temps et s'attachent à développer ce beau sport en France. Pour ce 5e épisode, nous accueillons Lucie Ouré. C'est une ancienne handballeuse qui a découvert le football américain, puis le flag football, et qui est devenue en quelques années la quarterback cadre de l'équipe de France. Une histoire que j'ai trouvée géniale. Donc, je vous laisse profiter et n'hésitez surtout pas à me faire un retour sur cet épisode, que ce soit bien ou pas bien. Voilà. Faites-le moi savoir. Ciao! Salut Lucie! Salut Romain. Bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Flag Football Talks. On reçoit aujourd'hui quarterback de l'équipe de France. Comment ça va? Ça fait quelques semaines là qu'on t'a pas vu depuis les finales. Tu t'es bien remise de ce beau week-end? Après, j'ai pas trop eu le temps de me poser parce que le lendemain, on est parti à Tampa, en Floride. Et du coup, là, maintenant, ça fait une semaine que je suis rentré et là, faut redescendre de ce tournoi-là. Ça, c'était cool. C'est vrai que tu as vécu le titre de champion de France, l'aventure aux États-Unis avec les copines. Le retour à Tours, il est comment, hein? Immortel. Il est trop dur. Le lundi, je me suis demandé ce que je foutais là. J'étais là, j'étais bah, ok. Mais bon, après, faut retourner au boulot, donc Tu te serais vu retour à son. rester aux États-Unis à Tampa Bay ou pas? En vrai, non. Parce que c'était leur truc à Clémentine et Lucie et moi je sais que je peux tout à fait travailler ici et continuer à progresser ici donc je suis bien moi dans ma petite ville de Tours. Ou alors est-ce que tu te serais vu faire une année entière de tournoi, fête, avec la petite bande et tout? Une vie de troubadour. En vrai ça pourrait être cool, c'est juste qu'il faut financièrement faut l'anticiper hein. Oui. Là-bas ça pique un peu hein. Mais par contre le projet enfin jouer des tournois, jouer avec contre ce genre de joueuses là, c'est incroyable. C'est vraiment une expérience de fou. Mais écoute, on y reviendra un peu plus tard. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour toutes les personnes qui vont nous écouter et qui ne te connaissent pas forcément très bien? Bah oui. Donc je m'appelle Lucie. J'habite à Tours, donc une petite ville dans la région centre. Euh, Ça fait 3 ans maintenant que je suis quarterback en équipe de France. Ça fait 4 ans que je fais du flag, que je fais qu'à 100%. J'ai déjà fait pas mal d'années de soccer, du handball depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. Et dès que j'ai découvert le foot américain en 2017, et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc après, pour des raisons de santé, j'ai dû arrêter l'équipé et je me suis passé au flag à 100%. Et coup de bol, quand je me suis mis au flag à 100%, il y avait des détections pour les World Games. Je me suis présenté et voilà. C'est tout ça au peigne fin. Donc déjà, t'es né à Tours, t'es originaire de là-bas? Non, je suis arrivé ici après avoir obtenu mon diplôme de kiné. Je suis originaire d'un endroit encore plus petit, dans le Loiret, près de Montargis. C'est là-bas où j'ai grandi. Très bien. Bah, pour tous ceux qui connaissent Montargis, je vais jamais allé de ma vie, mais je suis sûr que ça doit être très mignon, hein, comme tous les petits villages de cette région-là. Du coup, t'as grandi vers Montargis, et donc t'as commencé ton premier sport, c'était le foot soccer, c'est Ouais, ça? c'est ça. À l'âge de 6 ans, je crois. Commencé le soccer avec les copains. Et j'ai arrêté quand je pouvais plus jouer en mixte. Parce que tu peux plus être avec les copains. Ouais, voilà. Je pouvais plus être avec les copains, il fallait que j'aille jouer dans une équipe exclusivement féminine et à l'époque ça m'intéressait pas du tout donc j'ai arrêté et j'ai changé de sport. Je suis passé au handball. Donc tu commences le handball à partir du moment où tu finis le soccer? Non, un peu plus tard. J'ai dû après entre le soccer et le hand, j'ai dû faire un peu de basket
et des trucs genre multisport au collège et tout ça. Et le hand, j'ai commencé au lycée. Donc toi, t'avais plus le sport social, on va dire. Tu faisais ça pour être avec tes potes et t'amuser, quoi. Ouais, ouais. Le sport pour moi, je crois que c'est mon premier moyen de socialisation. Je crois que tous mes meilleurs amis, c'est que des personnes que j'ai rencontrées via le sport. Tous les contacts que j'arrive à garder, c'est que des personnes que j'ai rencontrées via le sport. C'est vraiment un univers où je me sens bien, je me sens moi, et du coup, c'est plus facile. Et donc à chaque fois que tu déménages, tu te retrouves une petite équipe, un sport collectif pour recréer du lien et du social dans tes nouvelles villes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc le handball, quand je suis arrivé à Tours, ça a été trouver un club de handball et voilà. Et du coup, je me suis fait mes potes là-bas. Et donc le hand, tu y joues pendant plus de 14 ans. Ça devait être quand même ça devait être une partie importante de ta vie. Tu as joué à un bon niveau. Ça se passait comment? J'ai eu l'occasion d'être dans des clubs où il y avait de bonnes équipes. Après, il y a tellement de clubs de handball, d'équipes de handball que tu te confrontes. Enfin, c'est difficile d'accéder à un très haut niveau au hand. Donc le meilleur niveau où j'ai dû jouer, ça doit être de la Nationale 3. Donc le dernier niveau de National. Au début, tu as D1, D2, puis après N1, N2, N3. Et après, tu as les niveaux région. Et moi, je suis plus un niveau région. Je benchais pas mal quand j'étais dans des équipes qui jouaient à N3. Je faisais juste souffler, je rentrais sur le terrain pour faire souffler les meilleures joueuses juste histoire de 3 minutes et puis après je retournais sur le banc et c'était ça mon rôle dans l'équipe. C'était quoi ton poste? Pivot, le mètre cube. T'es pas Ouais, non, grande, pivot, c'est parce que tu es imposante par la taille. bah c'est ça. Tu vois, moi la défense me craignait, hein, ils me voyaient arriver, autant te dire que j'ai tremblé. C'était quoi tes qualités en tant que joueuse de hand? Alors là, je À pense part que être une bonne coéquipière. j'étais meilleur en défense. Moi l'attaque ça m'intéressait pas plus que ça. J'essayais de faire tout ce que je pouvais pour aider mes coéquipières, mais par contre après en défense, j'avais à cœur de protéger ma gardienne. Et donc là, je donnais tout pour mettre des boîtes, pour les empêcher de passer. Et alors, pourquoi tu arrêtes le hand du coup? J'ai découvert le foot américain et j'ai fait une année où j'ai fait les deux en même temps, en parallèle. Et, euh, et après, j'aimais tellement le foot que je me suis dit, je veux faire que ça. Je veux faire plus d'entraînement de foot américain. Je veux être plus disponible pour ça. Et du coup, j'ai arrêté le hand pour faire que du football américain. Sauf que je jouais QB et il me faisait pas beaucoup courir aux entraînements et je suis devenu un poteau. Encore plus que la mobilité, c'est pas mon fort, hein. Ça, on le sait. Mais j'étais quand même un peu plus dynamique avant. Ce qui fait que, bah, j'ai repris, après les World Games, j'ai repris le hand parce que je savais que ça m'apportait, au niveau de dynamisme et travail des appuis, ça m'apportait, quelque chose et c'était assez complémentaire finalement avec, Comment tu découvres le foot américain? il y a un événement à Tours qui s'appelle la foire de Tours. C'est sur une semaine. Et, et l'année où j'ai découvert le foot américain, le thème, c'était Minneapolis, donc une ville américaine. Et du coup, les Pionniers de Touraine, donc le club de foot américain où je vis, euh, avait, euh, avait un stand et du coup faisait des animations. Et donc, je suis passé à côté et j'avais toujours eu envie d'essayer le foot américain. J'ai toujours envie de lancer la balle. Et du coup, j'ai commencé à prendre une balle et il y avait, tu sais, des endroits où, un peu comme les filets, là où tu peux lancer du coup, le ballon. Cible. Ouais. Voilà. Et j'ai lancé un peu et puis t'as des gars qui sont venus puis qui m'ont dit, bah, ça te dit pas d'essayer le foot américain, on essaie de créer une équipe féminine et tout. Donc là, pour moi, c'était, waouh, mon rêve va se réaliser, je vais enfin essayer. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Comme quoi, hein, faut les faire hein, pour les clubs, c'est foires, je sais plus comment ça s'appelle, Décathlon Village, tout ça là. Mais ouais, Ça peut ramener des Lucies, hein. bah ouais. En vrai, faut faire tous les événements possibles, hein, surtout dans les petites villes et tout ça. Parce que nous, à Tours, la foire, justement, ça brasse beaucoup de monde. T'as beaucoup de personnes qui passent. Donc, même si t'as 200 personnes qui essayent, si t'arrives à en choper 5 déjà, T'as fait une équipe, plus. c'est bon. Bah ouais, Mm. en vrai, c'est... Et puis si tous les ans tu fais ça, t'augmentes petit à petit le nombre. Et donc tu découvres le foot américain comme ça. Tu faisais du foot américain et flag ou c'était
uniquement le foot américain à travers l'équipe qui commençait à se monter de foot américain de féminine? Alors, moi, je voulais faire principalement du foot américain, mais notre coach, en fait, à tous les entraînements, quand on finissait notre partie technique et tout ça de foot américain, on allait avec les gars du flag pour jouer, parce que pour lui, c'était une bonne façon de découvrir le jeu et de continuer à progresser, enfin, et d'améliorer nos qualités. Tu vois, tout ce qui est catch, courir des tracés, tout ça, c'est les techniques individuelles, ben, le flag, ça nous aidait beaucoup. Donc on en faisait en parallèle. Et puis il n'y avait pas beaucoup de filles dans le club. Quand les gars avaient des compètes et qu'il fallait de la mixité, bah on allait filer un coup de main et on allait jouer avec eux, même si nous notre priorité c'était l'équiper. Donc on le remercie, cet ancien coach qui vous a forcé à jouer au flag. Olivier Sakouogui, c'est le meilleur. Merci Olivier. Et donc, tu commences le flag foot américain et ça dure 2 ans, 2-3 ans. Mm. Et puis, on m'a soufflé dans l'oreille que tu as fait partie d'une sélection équipe de France foot américain. Ah oui, la première. Je crois que c'était la première, ouais. C'était quoi cette sélection? Ils ont voulu créer une sélection équipe de France en équipé. Il y avait ce projet-là et ils ont organisé une rencontre avec une équipe du Benelux. Et, euh, et donc, mon coach, justement, Sakou, il m'avait demandé si j'étais dispo. Et j'avais dit, bah non, enfin, je savais que sur cette date-là, c'était pas possible. Et il a insisté. Et je lui ai dit, bah, je peux éventuellement venir, mais je sais plus, c'était que le samedi ou que le dimanche, mais pas tout le week-end où le stage était organisé. Et il a dit, bah, banco, on y va. Le head coach, il a dit, je suis OK. Et donc, je me suis retrouvé à aller à Villeneuve d'Ascq pour jouer un match de foot américain contre une équipe du Benelux. Et c'était quoi cette équipe de France là? Et comme, enfin, vu qu'apparemment c'est ton propre coach qui t'a contacté, pour que tu viennes. Comment elle a été créée cette équipe? Il n'y avait pas de Bah, sélection. il n'y a pas eu de sélection, non. Je crois que ils ont pris un peu, alors je crois que c'était le head coach, euh, si je me trompe pas, ça devait être Philippe Fontaine. Et, Les Sparkles. hein? Il y avait les Sparkles à l'époque. Les Spartans? Je sais même pas. C'était pas elle. Et du coup, il a dû contacter des joueurs, je pense. Franchement, je sais pas du tout comment ça s'est fait. Moi, on m'a juste dit, ça te chauffe de jouer. J'ai dit, bah, ok. Enfin, si le fait d'arriver pour pas tout le stage, ça vous convient, moi, je suis partante. Et voilà. Il y avait beaucoup de joueuses des Lions de Bordeaux. Et il y avait beaucoup de joueuses du Flash, des Molosses. Et c'est les grosses équipes qui jouaient à cette époque-là, qui étaient complètes. Et Est-ce qu'il y avait des filles qu'on retrouve aujourd'hui dans le flag? bah, il y avait Marine Nury, Adeline Benoît, ma coéquipière à Tours. Et il y avait Anna Bristow, qui s'est présentée là pour les détections au QB, pour cette année, au flag. Il devait y en avoir d'autres, je pense. Mais il y avait Cléa, qui était là. Et après, je m'en souviens. Donc là, t'étais quarterback. Oui. C'est comment pour toi ce match? Bah, impec. Très bien. Franchement, j'ai joué détendu et on a gagné. On a mis des TD. Et c'était vraiment sympa. J'ai joué Fierté avec des... d'avoir représenté l'équipe de France quand même. Hein? Une petite... Ouais. Bah ouais, ouais. La première fois, ouais. Et puis on s'était dit, bah, c'était avant le Covid et on s'était dit, bah, c'est bien, ça va nous donner un objectif aussi. On a goûté à ça, on veut continuer là-dedans et on va travailler fort pour pouvoir continuer à jouer à ce niveau-là. Ou en tout cas avec une équipe internationale, on va dire. Ouais, compétitive. Et alors, qu'est-ce qui fait que le foot américain s'arrête totalement et que tu te mettes que au flag en 2021? J'ai eu des douleurs en fait aux entraînements en prenant des chocs dans la tête. Euh, j'ai eu des douleurs dans le bras gauche et j'ai passé du coup des examens. Et mon IRM montrait que j'avais des sténoses foraminales au niveau des vertèbres cervicales avec hernie et tout ça. Et comme je suis kiné, si tu veux, je me suis dit, bon, foot américain féminin en France,
est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre ma santé en jeu, sachant que j'ai besoin de mes bras pour travailler? Je suis pas sûre. Donc, j'ai arrêté et puis, je suis passé au flag. Et je regrette pas parce que j'ai, au moins, tu vois, après tout un tournoi de flag, j'ai pas l'impression qu'on m'a roulé dessus, ou je me suis fait tabasser, donc, c'est plutôt pas mal. Ça change, c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'était cette expérience un peu d'équipe de France de foot américain qui t'a donné envie après du coup de postuler pour l'équipe de France de flag? Je pense, ouais. Et le fait de vouloir jouer au meilleur niveau possible. Et il y avait eu des détections pour les championnats d'Europe en 2019, puis championnat du monde. Et j'avais pas pu les faire parce que j'étais pas disponible sur ces week-ends-là. Et là, pour les World Games, toutes les planètes étaient alignées en quelque sorte. J'étais disponible, j'étais motivé. Je vais, bah, allez, banco, on y va, hein. On Et va comment voir. ça se passe alors ces premières détections? Écoute, je découvrais complètement parce que, enfin, moi, je connaissais pas le monde du flag français. Enfin, à Tours, si tu veux, il y avait pas vraiment le championnat en plus à ce moment-là. Donc, on n'était pas, moi, j'étais pas trop sorti de la région et je connaissais vraiment personne. Donc, j'ai débarqué là-dedans et je connaissais personne. Je me suis dit, bon, bah, ça a été une découverte totale, tu vois, même des autres filles, de voir autant de filles réunies au même endroit pour jouer le même sport, sachant que moi, j'en côtoyais pas beaucoup à Tours. Bah, c'était sympa, tu vois, de me dire, ah, c'est cool, on partage la même passion. Et ça s'est passé comment pour toi? Bah, plutôt bien, vu que j'ai été sélectionné. Je suis parti à Birmingham. Mais c'était ta première année, forcément avec un niveau un peu différent d'aujourd'hui, on va dire, 4 ans après. Ah C'était ouais, ta première expérience de stage, donc c'est dirigé par Lionel Friedrich, l'attaque en 2022. ouais. Première expérience vraiment avec un coach, on va dire, habitué de jouer au niveau. Ça a dû faire un changement peut-être par rapport à tes habitudes à Tours. Ah ouais. Bah là, j'ai vu que, enfin, ça pouvait être vraiment compétitif, le flag. Nous, à Tours, à ce moment-là, c'était quand même plus chill, tu vois. C'est un, voilà, c'est un sport à faire entre potes, tranquille. Mais il n'y avait pas tant cette envie d'aller performer, de vraiment travailler fort à l'entraînement pour progresser, avancer et aller chercher un autre niveau. Et du coup, là, de mettre un pied dans ce processus-là, je me suis dit, ah oui, c'est possible, en fait, et il faut, tu vois, se donner pour aller chercher plus haut. Et quand tu joues plus haut, bah, tu te rends compte aussi que le flag devient beaucoup plus intéressant. Et ça m'a donné très envie. Et Et après, de c'est se la prendre des petites tôles à Birmingham aussi, ça. c'était pas la meilleure compète, mais c'était la première fois que tu rencontrais certaines filles, Elisa De Santis, Naïssa Charani, Louisa Adjani. Toi qui t'es nouvelle un peu dans ces sélections, dans cette équipe de 25 un peu avant que ça s'écrème, c'était comment ton intégration? Ça se passait bien? Bah oui. Globalement, j'ai bien été prise en... enfin, sous les ailes des Red Lips. Je savais pas qu'elles étaient Red Lips à ce moment-là, mais Maimouna, elle m'a bien intégré. Louisa aussi. Elisa, elle était pas encore là. Elisa, elle est arrivée que pour le dernier stage avant de partir. Mais globalement, c'était... En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très bonne ambiance et plutôt bienveillant. Et ouais, Maimouna, ça a été mon premier contact, premier fort contact. Elle est vraiment... elle m'a tout de suite mis dans le bain et m'a donné confiance. Et donc, première compétition internationale pour toi, et pas la moindre, les World Games qui avaient jamais eu lieu pour le flag avant, donc c'était un peu historique. Et tu te retrouves là, on va dire, parachuté avec une équipe que tu n'as pas qualifiée, parce que tu n'étais pas dans les championnats du monde l'année d'avant, mais titulaire au poste de quarterback, tu gagnes ta place auprès des autres filles autres que Elisa qui ne postulait pas en tant que QB cette année-là. Tu arrives aux États-Unis, c'était comment cette expérience? C'était incroyable. C'était... Enfin, je découvrais vraiment, tu vois, d'étape en étape. Et là, c'était vraiment le summum, en fait. T'arrives là-bas et t'as l'impression d'être bah, vraiment un athlète de haut niveau. Comme toi, quand tu regardes
bah moi je suis pas mal le hand du coup à la télé, enfin les équipes nationales, et t'as l'impression d'être les mêmes personnes que tu vois à la télé. T'arrives Ouais. là-bas et t'as rien à faire que t'occuper de toi et te dire il faut que je sois prête pour la compète. Moi, c'était complètement une découverte, tout ça. C'était incroyable. Et après, de voir aussi bah, d'autres nations jouer au même sport que toi. Enfin, jouer au même sport que toi. Tu penses qu'ils jouent au même sport que toi, mais pas du tout. Hein, c'est un autre niveau. T'as l'impression du coup que c'est un autre sport. Et ouais, c'était fou de voir d'autres athlètes aussi. Ouais, c'était incroyable. Il était comment le niveau à ce moment-là, sur ce tournoi-là? Le niveau global était Le niveau fort. Hein. global et puis le niveau de l'équipe de France? Le niveau de l'équipe de France, je pense que le fait d'être QB rookie, ça a pas aidé l'équipe, déjà. Parce que vraiment, j'étais très limité dans ce que je pouvais proposer. Et le fait de me confronter à ce niveau-là, je pense que, pareil, mentalement, émotionnellement, j'étais pas prête. Même si j'avais travaillé en amont. Mais je pense que je pouvais pas me représenter les choses avant d'y être confronté, tu vois. Et, euh, et du coup, notre niveau, bah, il était pas, on était éclaté par rapport aux autres nations. La preuve avec tous les scores qu'on a pris, quoi. Moi, j'ai donné tout ce que je pouvais à ce moment-là. Et les filles, pareil. Les coachs, pareil, je pense. Mais en fait, on a été dépassés, hein, les autres Après, nations. la France s'était qualifiée 7e sur 8 et on finit 8e sur 8. On n'est pas loin de notre place de qualif, François. Ouais, ouais, mais c'était, C'était dur. ah ouais, C'était c'était dur. compliqué. C'était dur. Mentalement, c'est vrai que c'était pas facile de perdre et puis de se prendre parfois des petites raclées contre les grosses équipes. Bah, c'est ça. Et puis, vraiment, de se sentir impuissant, de se dire, mais, je sais pas quoi faire, là, pour moi, j'ai l'impression d'être au max, tu vois. Et tu te dis, bah, en fait, t'es vraiment loin du niveau attendu et du niveau qu'il faut avoir pour rivaliser contre ce genre d'équipe, les meilleures équipes du monde. Et du coup, on rentre après en France. Euh, Tu sais que les championnats d'Europe ont lieu l'année prochaine. Tu vois un peu ce qui nous sépare des grosses nations et que toi, il te manque peut-être aussi pour être une meilleure quarterback pour l'équipe de France. Qu'est-ce que tu dis dans ta tête pour essayer de changer ça? Ah, faut aller travailler fort. Là, je me suis dit, bah, c'est à ce moment-là où j'ai repris le handball aussi, pour me redonner un peu plus de mobilité, de dynamisme, un peu plus de conditions. Et je me suis dit, bah, là, le flag, c'est sympa à Tours, mais il faut que on se mette plus sérieusement dedans. Il faut que j'améliore ma technique individuelle, il faut que j'améliore mes lectures, il faut que je fasse de la prépa mentale pour justement éviter d'être submergé par les émotions quand en match. Et donc j'ai essayé de mettre tout ça en place et de dire bah en fait là il y a vraiment du boulot, il faut y aller parce que on est loin en fait. Alors moi en tout cas j'étais très loin de du niveau T'as mis des quoi en autres équipes. place alors, personnellement? Personnellement, j'ai été à la salle de façon plus assidue, j'ai changé de salle même. J'ai pris un coach du coup qui me suit là encore maintenant pour progresser physiquement, athlétiquement. Et après tout le côté avec mon coach Nicolas Sevrin des Red Lips, bah, on essaie de travailler la technique individuelle. Moi, je me renseigne beaucoup. J'essaie de regarder. Alors, c'est via Instagram parce que à Tours, on n'a pas de coach. Donc, j'essaye et puis de travailler, de rajouter des entraînements en plus que les entraînements qui sont déjà prévus. Donc beaucoup de travail individuel, mais quand tu dis que tu regardes des vidéos sur Instagram pour progresser, c'est quoi? C'est tu vas chercher des pages un peu spécialisées flag avec des exercices de quarterback. Ouais, Qu'est-ce que tu entends par là? c'est ça. C'est des exercices des pages où ils décortiquent un peu la technique, la mécanique de lancer et où il y a des drills pour justement travailler cette mécanique. Donc, l'idée, c'était vraiment de me dire d'avoir la mécanique la plus propre possible, qu'au moins ce soit une chose en laquelle j'ai confiance, en me disant, je sais lancer un ballon et j'ai pas besoin d'y penser, de me dire, attends, en match, faut que je sois placé comme ça, faut que machin, machin. Non, c'est bon, ça c'est acté.
j'ai suffisamment répété pour savoir que je sais le faire. Et donc après, j'ai plus qu'à me concentrer sur l'aspect, les jeux. Donc, tu prenais des vidéos, des drills de vidéos Instagram et t'allais sur le terrain pour les mettre en place. C'est ça. C'est ça. Et puis des fois, en faisant un retour vidéo pour voir ce que ça donnait. Parce que des fois, toi, tu as des sensations et quand tu te vois de l'extérieur, ça ne matche pas du tout avec ce que tu penses faire. Donc ça, beaucoup de feedback pour essayer d'améliorer tout ça. Donc là, on revient sur les détections, sélections de l'année 2023. Tu arrives sur les premiers stages. Tu te sens comment? Tu sens que tu as vraiment progressé? Ouais, quand même. J'avais plus confiance. Un peu plus confiance qu'avant. Et je sentais que mes balles partaient mieux quand même. Mais j'ai continué à progresser encore tout au long de l'année. Tu vois, je suis pas arrivé le premier stage en me disant, c'est bon, c'est nickel, tout ce que je fais, c'est parfait. Non. Et même encore maintenant, tu vois, faut encore travailler parce que je sais qu'il y a encore plein de choses que je dois améliorer pour être encore plus efficace. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué sur ton retour, sur les premiers stages. C'est vraiment l'impression que tu avais gagné 10-15 yards de puissance, de distance en tout cas, sur tes balles profondes. Entre quand et quand, ça a coupé. Entre les World Games et les premiers stages de détection-sélection, j'avais l'impression que tu avais vraiment gagné en puissance, qu'il y avait plus de profondeur dans tes passes longues. Ah oui, C'était assez ouais. flagrant. J'ai beaucoup travaillé ça. Et puis, encore une fois, avec les Red Lips, avec Nico, on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la profondeur. Donc, à force de lancer de plus en plus loin, d'améliorer aussi ma mécanique pour être plus efficace. Et je pense que le travail à la salle aussi fait que j'ai gagné un peu de distance. Tu as fait Mais les bon, bons exercices. c'est ça. Mais bon, pas encore, Ça se c'est pas dérange. encore suffisant. Il faut encore. Continue. Et donc, tu arrives en 2023, donc tu regagnes ta place de titulaire avec une concurrence féroce avec Floride Marion, et qui joue très très bien et qui est aussi prise dans l'équipe. Mais c'est toi qui gagne la place de titulaire. Vous partez au championnat d'Europe à Limerick, en Irlande. Et je spoil, tu finis MVP de l'équipe de France sur cette compétition-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta compétition? Bah, c'était, ça a plutôt bien démarré. Enfin, bien démarré. Non, je commence par le premier match. On joue contre la Grande-Bretagne. Donc, grosse équipe qui prétend au titre, qui a gagné le titre à la fin. Et je crois qu'au bout de la troisième balle, je me fais intercepter. Donc, c'était pas un bon début. Et je me dis, oh là. Mais sur ce match-là, on a réussi, malgré tout, à s'accrocher, à remonter, et d'être dans la difficulté comme ça, mais de ne rien avoir lâché, ça a quand même soudé notre groupe en se disant, on est capable, on peut aller chercher quelque chose. Puis vous échouez de très très peu contre, comme tu dis, une équipe qui était quand même une des grandes favorites de la compétition. On a la balle de match pour aller arracher la victoire. Et donc, on a quand même fait un gros match sur ce début de compète, et ça nous a mis, malgré la défaite, ça nous a quand même mis en confiance pour la suite, en se disant, on est capable, on peut aller chercher quelque chose. Et après, globalement, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a rencontré des équipes plus faibles, à part contre l'Italie où là le temps était horrible, il avait plu, Déluge, c'était un comme on le carnage. voit très rarement. Et du coup là c'était n'importe quoi. Tu lançais une balle, si c'était catché, après tous les déflagages étaient ratés parce que ça glissait de fou. On perd parce que c'était vraiment nimp quoi. Bah, l'Italie, ils ont fait la stratégie de faire que des courses, Ouais, avec justement beaucoup de déflagage raté de notre part, qui était une stratégie, on va dire, moche, mais qui s'est prouvée c'est avéré efficace. payante. Ouais, Payante, ouais. c'est ça. Et je pense que mon titre de MVP de l'équipe de France, je le gagne sur une action pendant pendant le match de quart de finale contre l'Autriche, où je pense que personne s'attendait à ce que, moi non plus d'ailleurs, à ce Parce ce que qui se c'est passe. cette action avec une double QB d'Elisa qui se renvoie la balle et t'attrapes à une main, c'est ça?
La balle, elle est un peu loin et je me dis, enfin, instinctivement, je vais mettre que la main droite parce elle est trop loin pour moi. Donc, je saute un petit peu, je vais chercher la balle et je vois que j'ai personne devant moi. Donc, je cours, j'accélère avec ma grande vitesse. J'essaye d'aller jusqu'au bout et j'arrive vraiment in extremis dans la end zone. Donc, c'était incroyable. Ça a redonné un coup de boost aussi à l'équipe. Ça nous a donné une autre dynamique et après, il y a eu d'autres actions qui nous ont permis de gagner le match, Bon, notamment. je te rassure, Lucie, tu n'as pas eu ton titre de MVP que à cause de ça. Oui, oui. Mais c'était Elisa qui avait dit, ouais, ça, c'est ton catch one qui te fait gagner ton titre d'MVP. Je pense que c'est surtout aussi bon, lié au playbook aussi qui a été un peu assimilé et qui était un peu novateur à cette époque-là. Et, euh, et à ton talent, où on a depuis très longtemps pas vu autant de points marqués par l'équipe de France féminine. Donc c'est ça aussi qui a fait une grosse différence sur cette compète et qui malheureusement se termine en demi-finale contre les mêmes Anglaises. Mais Ouais, après ce quart de finale qui était exceptionnel contre des Autrichiennes qui étaient aussi extrêmement favorites, ouais. on sort avec la manière en deuxième mi-temps. Après, les Autrichiennes, elles avaient pas leur QB habituel, celle qu'elles ont récupérée pour les mondiaux cet été. Et l'Autriche avec cette QB-là, c'est quand même pas du tout la même chose. Ça n'enlève pas le gros match qu'on fait pour aller chercher cette victoire et la qualif en demi-finale. Mais c'est un autre. Je pense que les Autrichiennes avec cette QB-là, c'est quand même un autre niveau. Elles ont encore fini quatrième des mondiaux et perdent contre le Japon. Et enfin, elles sont vraiment sacrément solides quand elles ont cette QB-là en plus. Je pense qu'on a eu un peu de chance aussi qu'elle n'ait pas été là au championnat d'Europe. C'est bien, on aime que tu sois comme ça. C'est une fierté quand même un peu de finir MVP de son équipe de France dans un Bah oui, tournoi. oui, parce que malgré tout, je me suis dit, bah ça venait quand même récompenser tout le travail que j'avais fourni pendant toute l'année, comme tu l'as dit. Moi, je suis arrivé aux sélections. Je me suis dit, je pars avec un train de retard. C'est un nouveau coaching staff avec un nouveau système de jeu que maîtrise Florine, la QB de Thomas. Et je me suis dit, là, si je veux avoir ma place, si je veux partir avec l'équipe de France, il va vraiment falloir que je cravache. Et ça a été beaucoup de boulot pour apprendre le playbook, l'assimiler, le travailler même aux entraînements. Tu vois, les pionniers, ils m'ont vachement aidé là-dessus. Ils se mettaient à disposition pour qu'on puisse rouler les jeux, pour que je m'habitue aux lectures et au tracé. Donc, ça a été vraiment, en plus de mon boulot individuel pour m'améliorer au niveau technique et tout ça, là, apprendre le playbook et l'assimiler en finalement pas beaucoup de temps, hein. En quelques mois, ça a été du taf, donc j'étais quand même contente de voir que ça avait payé. Ouais, ça a bien payé, hein. Et puis c'était sympa de voir ce petit duo avec Florine qui faisait les transformations et qui s'en Ouais. sortait aussi très très bien. Donc c'était cool de voir que au final tous les dieux vous avez bien fonctionné. Ouais. D'ailleurs, comment tu as vécu 2020, ça c'était en 2023, Ouais. 2024, 23, ouais, donc 2024. Donc l'année dernière c'est le championnat du monde. Est-ce que tu as un peu l'impression que ton statut il change, que tu deviens un peu, voilà, c'est ta troisième année, que tu deviens un peu une cadre, ou est-ce que tu as l'impression que cette année-là encore, il va falloir se battre pour voilà, avec la concurrence de Florine, toujours. Alors, il y avait effectivement cette concurrence, mais j'étais plus confiante encore, là, pour les mondiaux. Avec l'expérience effectivement accumulée, j'avais toujours en tête hein, le fait fallait se battre pour cette place, mais j'avais plus de confiance dans mes capacités. Et je savais, je me disais que si je jouais comme je savais jouer, il n'y avait pas de raison que ça ne passe pas, que ça le fasse pas. Et du coup, bah, j'ai encore eu la chance d'être sélectionné pour les mondiaux. Comment comment tu l'as vu cette année 2024 avec une, euh, une enquête un peu interne sur le staff d'équipe de France qui fait que ça a coupé un ou deux stages que vous n'avez pas pu faire qui étaient prévus, donc ça a un peu raccourci les préparations. C'était quoi l'impact que ça a eu sur le reste de l'année, sur la compétition? Comment tu l'as vécu? C'était c'était vraiment bizarre parce que euh, moi j'ai vraiment eu l'impression, et on est plusieurs dans ce cas-là, à être un peu tombé des nues. Tu vois, il est ressorti des choses
au- quand on a su ça, on s'est dit, mais on n'a pas du tout vécu la même compétition. On n'a pas, moi, j'avais l'impression d'être passé à côté de 10 000 trucs. Et vraiment, ça a mis un coup derrière la tête aussi quand on a su tout ça. Et, euh, et Quand on vous avez savait appris aussi, les raisons de l'enquête interne. ouais, voilà, ça. Mais déjà qu'il y avait une enquête, que du coup, on devait normalement faire un stage à Dijon de perfectionnement. Et une semaine avant de partir en stage, on reçoit un mail comme quoi c'est annulé parce qu'il y a une enquête. Et on s'est dit, mais, enfin, moi, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire, tu vois, d'où ça sort, qu'est-ce qui s'est passé, et il y avait des raisons, hein, mais du coup, ouais, ça a mis un froid. Et après, par rapport on sait qu'on est déjà en retard. On est déjà une nation qui est en retard par rapport aux autres, je trouve. Dans le niveau, on n'est pas au niveau, la preuve, on est encore, avec notre résultat, au mondiaux cette année. Et de se dire que, bah, notre préparation, elle est encore reculée. Encore une fois, pour des bonnes raisons. Mais tu te dis, mais on va jamais s'en sortir, on va jamais y arriver si on nous donne pas les moyens de nous entraîner, ensemble, d'avancer, de progresser. Et Du coup, le staff, au bout d'un mois, donc l'enquête interne se finit, il n'y a pas de sanction, le staff revient sur le stage d'après. C'était comment l'ambiance sur ce stage-là? ça s'est pas si mal passé. C'était, tu sentais que il fallait qu'on s'apprivoise un peu quand même. C'était un peu, les coachs, ils savaient pas trop non plus comment se comporter. Après, on est passé beaucoup par l'humour pour, euh, pour passer cet obstacle et retrouver un peu une vie de groupe plus saine, on va dire. On a beaucoup déconné, on a beaucoup un peu taquiné Cléa aussi avec l'histoire de la charte et tout ça, qui était une très bonne chose. Mais Cléa, voilà. tu peux rappeler son rôle? Alors attends, c'est quoi le nom exact? Elle est à la Responsable fédération, éthique. responsable éthique de la fédération. Voilà, c'est ça. Responsable Et qui, éthique. du coup, a rédigé une charte à faire signer par les joueurs et joueuses de l'équipe de France qui s'engagent à respecter une certaine manière d'être quand on porte le maillot de l'équipe de France. C'est ça. Et voilà. Et beaucoup, ça a beaucoup tourné aussi autour du respect de chacune. Voilà, on devait faire un peu plus attention les unes aux autres et à comment se comporter les unes aux autres parce que faut faire attention à pas blesser qui que ce soit et des fois des choses qui pour nous on se dit bah ça c'est tu vois c'est juste une blague. En fait, la personne en face, elle l'interprète pas comme ça et ça la blesse. Donc il fallait qu'on fasse un peu plus attention mais Et au alors, je final mets ça les pieds dans ça. On est sur le haut niveau, donc il peut y avoir parfois, voilà, surtout dans ces sports-là, des paroles un peu blessantes de, je sais pas, exemple, ce que tu fais c'est nul, sois meilleur, tu vois. ouais. Est-ce que tu penses que c'est différent entre chez les hommes et chez les femmes? Le côté justement de faire attention à pas blesser, etc. Ouais. Moi j'ai l'impression que en tant que femme, on est un peu plus sensible, voire susceptible des fois. J'ai l'impression que, et c'est dans tout sport, enfin, c'est pour ça que tu coaches pas une équipe féminine comme tu coaches une équipe masculine. J'ai l'impression que les gars, ça va être plus franc entre eux. C'est-à-dire que ils vont se dire les choses, ça va être réglé et hop, ils passent à autre chose, tu vois. Nous, j'ai l'impression, chez les filles, on est un peu plus rancunière et on est un peu plus, comment dire, on va passer un peu plus en sous-marin, tu vois. On va pas toujours se dire franchement les choses, se prendre entre quatre yeux et se dire, écoute, ça m'a saoulé, ça, t'as pas à me dire ça, et c'est réglé. Tu vois, non. On va pas forcément le dire tout de suite. On va un peu en parler avec d'autres à côté. Et c'est un peu plus, Et ça, c'était le problème peut-être qu'il y a eu dans d'anciennes équipes de France, avec la création peut-être de clans, etc. Est-ce que dans les équipes de France récentes, vous savez justement assez bien vous parler entre vous pour régler ces problèmes-là avant que ça creuse un peu un groupe? là, oui, justement, le coaching staff a mis en place, alors, ce qu'ils ont appelé, un capitaine de vie. Donc, ils m'ont confié le rôle. Et du Tu es coup, la capitaine de vie? ouais. Et du coup, mais j'étais honoré, hein, de ça. Et, Félicitations. l'idée, c'était si les filles n'étaient pas, par exemple, à l'aise avec le fait d'aller voir les coachs pour parler de choses qui n'allaient pas,
on pouvait passer par un intermédiaire. Et du coup, cet intermédiaire, ça a été moi là pour la compétition. Et donc, l'idée, c'était ça. Dès que une fille avait un truc à dire, soit elle allait voir directement la personne. On a bien insisté là-dessus, sur le fait qu'il fallait qu'on communique. Et sinon, si elle voulait pas, elle pouvait passer par moi. Et moi, après, du coup, j'allais soit en référer au coach si elle le voulait, sinon aller voir la personne. Mais voilà, ils ont essayé en tout cas de mettre un système qui permettait d'améliorer la communication entre nous pour éviter qu'il y ait ce genre de situations qui se reproduisent où tu as une espèce de situation qui gangrène là et qui est pas réglée et qui pourrait l'eau. Et ça a bien fonctionné alors? Bah écoute, j'ai eu l'impression parce T'as qu'on a beaucoup de filles fait qui du sont venues coup, te voir? hein, T'as ouais, beaucoup de filles qui sont venues te voir? non, pas beaucoup, mais c'est arrivé. Donc D'accord. on a fait remonter les choses avec Elisa aussi et du coup j'ai l'impression que ça a permis de d'avoir une ambiance plus saine dans le groupe et on a fait justement une petite réunion après au retour de Finlande avec les filles pour avoir leur avis et j'ai eu l'impression que globalement elles avaient plutôt bien vécu la Ok. compétition, en tout cas dans la vie de groupe et la vie entre nous. Parce qu'effectivement, sportivement, vous échouez sur la Coupe du Monde là, qui a eu lieu en Finlande l'été dernier, en huitième de finale, sur le dernier jeu. Je crois que c'était une double QB avec Elisa, qu'elle marque, mais c'est revenu en arrière c'est annulé par l'arbitre qui dit qu'Elisa a dépassé la ligne de scrimmage, et donc vous C'est ça. perdez le match de huitième de finale, ce qui fait que derrière vous avez un classement qui est, on va dire, pas digne de l'équipe de France et de ce qu'on peut attendre pour notre équipe nationale. Comment tu l'as vécu cette compétition? Franchement, c'était trop frustrant parce que on voyait qu'on avait un niveau qui nous a permis de mettre des gros scores à des équipes qui sont pas très développées encore au niveau du flag. Mais dès qu'on se retrouvait contre une équipe, notamment les deux équipes européennes d'un bon niveau, eh ben on se retrouve à perdre de peu. Et j'ai eu cette sensation d'impuissance, tu sais, de dire mais pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Est-ce que nous, on doit être meilleur? Alors après, ça, c'est une évidence, puisque de toute façon, tu dois toujours chercher à être meilleur en tant qu'athlète. Mais je me suis aussi dit, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où, tactiquement, stratégiquement, bah, on n'était pas dans les meilleures conditions possibles pour aller chercher ce genre de victoire? Est-ce qu'on manque pas d'adaptation pour se dire, bah, on voit que le plan initial, il marche pas. Qu'est-ce qu'on peut changer pour aller chercher malgré tout la victoire, malgré les conditions qui fait que on n'est pas dans des conditions idéales, tu vois. Après, le match de l'Espagne, on le perd pas sur cette dernière action. En fait, sur cette dernière action, on a l'occasion d'aller arracher la victoire, mais en première mi-temps, en fait, c'est en première mi-temps qu'on perd le match. Moi, je sais que je lance une interception qui nous aurait permis de recoller au score. Au final, je lance cette interception et derrière, l'Espagne marque. Donc, elles prennent 2 TD d'avance alors qu'on aurait pu recoller au score. Donc, il y a des faits du jeu aussi comme ça qui nous ont plombés. Donc, c'est pas que pour moi, on perd pas le match sur la dernière action. On aurait pu aller gagner, on aurait pu aller chercher la victoire, mais on perd pas là-dessus. Et avec le travail là qui est fait un peu entre, je dirais pas l'intersaison parce que c'est, on va dire l'intersaison internationale. Est-ce que tu penses que ces défauts-là un peu de l'équipe de France, ils seront gommés pour les championnats d'Europe de cette année? Bah, il va falloir. Mais après, je sais, enfin, j'imagine que tout le travail qui va être fait va viser à améliorer tout ça. Toutes les discussions qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a pu remonter aussi, bah, on espère. Mais après, on va voir déjà quand on va toutes se retrouver. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas eu de stage. Le prochain stage est le week-end du 15 février. Donc, on va déjà voir dans quelle forme on est toutes et voir ce que du coup le coaching staff va nous proposer pour justement s'améliorer là-dessus et être capable d'aller enfin chercher des victoires contre de bonnes nations. Écoute, on verra ça début mi-février alors, parce que c'est vrai Ouais, que jusqu'à présent c'était surtout les différentes détections et premières sélections hors joueuses de l'équipe de France l'année dernière qui ont eu lieu. Donc maintenant ça va être le regroupement général, le sprint final des 6 derniers mois.
j'aimerais qu'on change de sujet et qu'on Ouais. parle des Red Leads Asnières, qui est donc l'équipe de club pour laquelle tu joues depuis quelques années maintenant. C'est une équipe qui est donc basée à Asnières-sur-Seine. Ouais. Tu habites à Tours. Comment tu as intégré cette équipe? C'était à l'INSEP pour les World Games où Louisa Ajayi est venue me voir et m'a dit bah voilà, on a un nouveau coach, on est en train de créer une équipe pour aller chercher les victoires sur les tournois européens. Est-ce que ça t'intéresse de venir jouer avec nous? Et je me suis dit bah carrément, parce qu'au niveau, ça va me faire plus d'expérience. En plus, à cette époque-là, chez les Red Lips, il y avait quand même une majeure partie de receveuses qui étaient aussi en équipe de France. Donc je me suis dit bah si je dois être QB de l'équipe de France, autant je commence déjà à travailler avec les filles avec lesquelles je vais devoir jouer. Et donc banco. Je lui ai dit oui. Elle a donné mon contact à Nicolas Severin, qui était donc le coach des Red Lips. Et on a échangé. Et du coup, on a dit, bah, vas-y, on essaye. Et j'ai fait mon premier tournoi avec elle, au Kickball, Qui se passe plutôt bien? qui se passe plutôt bien parce qu'on arrive donc on doit perdre en demi-finale. C'est ça. On perd en demi-finale et on gagne la petite finale, en overtime avec les transfos. Ça. Ouais. Je n'ai pas tout le palmarès de ces dernières années, mais de tête, il y a le Mad Ball en Italie, à Milan, Non. le Champions Ball. Ah non, le Mad Ball, vous Le le Mad perdez. Ball, on le perd contre les Fedris. C'est peut-être la seule défaite que je balance en plus. Pour te rappeler les bons souvenirs. Voilà. Pour bien commencer. Non, mais il y Mais a une en tout belle cas, victoire derrière. multiple championne de France, de la Coupe de Ouais. France. Vous gagnez pas mal de tournois et aussi à l'étranger, notamment le Champions Ball, qui est le gros tournoi de club annuel en Europe. Vous finissez deuxième des championnats du monde de club qui avait lieu en Espagne cette année. Ouais. Donc quand même des gros résultats. Euh, il y a une belle progression quand même depuis ces dernières années là. Est-ce qu'on peut parler d'hégémonie un peu en France? Là, pour cette année, avec le Champions Ball, avec le championnat du monde des clubs, clairement, la politique a été différente. Ça a vraiment été, Nicolas, il voulait vraiment avoir cette intention de construire l'équipe la plus forte possible pour aller taper ces tournois-là. Ce qui fait que ça a quand même pas mal déséquilibré après pour la Coupe de France, par exemple. Parce que du coup, pas mal de joueuses qui étaient les meilleures joueuses de leurs équipes se sont retrouvées toutes chez les Red Lips et ont un peu, les autres équipes se sont retrouvées un peu délaissées délestées de leurs meilleures joueuses, quoi. Donc, donc oui, on domine pas mal en France. Là, cette année, on a réussi à dominer même un peu sur la scène européenne et on va essayer de faire en sorte que ça continue, hein. On va continuer à faire des tournois, aller chercher des victoires. C'est quoi le programme cette année? On va faire le Copenhagen Ball au mois de mai. Parce qu'après, il y a les autres tournois qui sont étiquetés pour l'équipe de France, comme le King Ball et le Big Ball. Donc ceux-là, on les fait pas avec les Red Lips. Mais le Copenhagen Ball, et après, eh ben, il y a le Capital Ball aussi. Grosse date. Mois Bien de sûr, juillet. grosse date à la maison. Ouais. Et alors justement, t'en parlais un peu. Il y a des filles de Marseille, il y a des filles de Tours, Tours et Abine. Il y Ouais. a des filles de Paris, bien sûr. Il y a des filles de un De peu partout en Normandie. fait, hein, de Normandie. Comment vous arrivez à progresser ensemble alors que bah, déjà les choses elles changent d'année un peu en année, même si ça reste le même noyau, et que vous êtes dispersés un peu partout en France. Déjà, on travaille toutes de notre côté. Et après, Nico nous regroupe. Généralement, il axe pas mal sur le fait qu'il faut qu'on se retrouve avant les journées de compétition pour justement travailler ensemble. Donc, malgré tout, on arrive à se voir de temps en temps pour s'entraîner tout ensemble et réussir à se caler sur les jeux, sur tout ça, sur les appels. Après, dans, dans l'équipe, c'est quand même beaucoup de joueuses expérimentées. Donc, au final, dès qu'elles se retrouvent, ça se passe bien parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun fait son taf et du coup, ça déroule.
tu vois, on voit ça chez les garçons aussi. On voit que les Kalikaku, les Sphinx, les Molosses, tu vois un peu tout le temps les mêmes têtes, des fois qui changent d'équipe, mais ça, la mayonnaise, elle prend toujours, parce qu'en fait, les gars sont juste forts, sont juste bons, ils savent ce qu'ils ont à faire, et après, c'est de la communication, c'est des ajustements à mettre en place, mais ils ont un tel niveau que ça se fait de façon assez fluide. Et là, chez les filles, chez les Red Lips, des fois, on a beau ne pas se voir pendant longtemps, dès qu'on se retrouve sur le terrain, on a confiance les unes dans les autres, et du coup, ça se passe bien, tu vois, Donc, si vous êtes forte individuellement, que vous dominiez, on va dire, les 1 contre 1 sur le terrain et que vous avez du QI flag, derrière, si la stratégie du coach, elle suit, vous suivez. c'est ça, c'est ça. Et en plus, on a la chance d'avoir Nico qui est très fort pour s'adapter et s'ajuster à ce qu'il voit sur le terrain. Et nous, les joueuses, ont justement cette capacité d'adaptation aussi, à réagir dès qu'il nous dit quelque chose. Ça percute et ça réagit et ça applique tout de suite sur le terrain. Donc c'est assez confortable de jouer dans ces conditions. Nico, c'est un très bon technicien, et il l'a prouvé à maintes reprises. C'est pas forcément un coach quarterback. En même temps, ça n'existe pas vraiment en France. Comment toi, tu arrives à te développer en tant que quarterback, et qu'est-ce qui t'amène, Nico, sur ce côté-là? Il va pas mal me pousser pour bosser. Là, en plus, avec Adeline, il nous demande des choses aux entraînements. Il nous donne des consignes. Il me transmet aussi des vidéos, justement, pour quand je dois corriger certains points techniques. Et après, il m'apporte beaucoup de confiance aussi. Quand je suis sur le terrain et qu'il commence à voir, parce qu'il commence à bien me connaître aussi, que je commence un peu soit à perdre un peu pied ou à commencer à me dire, ah mince, on est un peu en difficulté. Il a toujours le mot pour me dire, hé, tranquille, on va y arriver. Et du coup, ça fait la diff, tu vois. C'est vrai que je le regarde et je me dis, oui, je sais qu'on va y arriver tous ensemble, on va y arriver. Et ça repart. Donc, beaucoup de stratégie aussi, sur les lectures, et vraiment de se dire, regarde, le jeu il se passe comme ça, les défenseurs font ça, c'est là que tu dois lancer. Et il sait me dire aussi quand je suis trop gourmande et qu'il me dit, non mais là tu craques, là, il faut que tu... Arrête tes bêtises. Redescends, reviens, repars sur les bases. Alors, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le tournoi qui t'a le plus marqué, que ce soit en équipe de France ou chez les Red Lips? Alors, je pense que chez les Red Lips, c'est le championnat du monde des clubs à Salou. Le niveau était fou. Tu vois, sur certains tournois européens, t'as toujours des équipes un peu faibles. Le niveau, il est pas toujours constant. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais t'as des équipes très fortes et puis t'as des équipes qui sont faibles. Ouais, Du le coup, samedi, le match des poules, tu mets plusieurs branlées et t'attends juste le dimanche, les matchs sérieux qui commencent. voilà, c'est ça. Sauf que là, à Salou, bah, il y en avait quelques-unes qui étaient moins fortes, mais nous, de toutes les équipes qu'on a rencontrées, le niveau était bon, voire très bon. On a fait un match en demi-finale contre une équipe panaméenne, et je pense que c'est la meilleure équipe contre laquelle on a joué. Et on a réussi à les arracher la victoire, et ça nous a mis, enfin, c'était vraiment comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Hein. On était wouh, trop excités d'avoir réussi à aller arracher cette victoire au dernier moment. Ça vous a coûté la finale, peut-être? Ouais, je pense. Enfin, émotionnellement, on était plus là, quoi. Ah Et oui. moi, j'ai très mal joué en finale parce que je pense que, ouais, j'avais pas réussi à redescendre de la demi et on n'a pas réussi à se recentrer. Très bien, je voulais te demander un match que tu avais marqué. J'ai l'impression que tu as répondu à la question déjà. Ouais. Un autre peut-être? Un autre match qui m'a marqué? Un autre match, ouais. Je pense qu'il y a mon premier match de ma première finale de Coupe de France à Dax. Du coup, il y a 3 ans, parce que c'était le premier titre, moi avec les Red Lips en Coupe de France. C'était contre les Fenris. Et à l'époque, on nous disait que, enfin, les Fenris c'était une équipe qui montait et vraiment qui était bien construite, qui avait un système de jeu, voilà, qu'on voyait pas beaucoup, tout ça. Et je sais pas, ce match-là, tout roulait, tout roulait. Je crois qu'on a marqué sur tous nos drives d'offense, et ça, je crois que c'est le seul match
où on a marqué sur tous nos drives. On a dû avoir d'autres matchs contre des équipes un peu plus faibles où on a scoré à chaque fois, mais tout roulait, tout allait. C'était, je sais pas, ce match-là, il m'a laissé sur un petit nuage. Ouais, ce Dans la match-là, zone. il m'a fait l'effet de vraiment, t'as l'impression, t'en as qui parlent de zone ou de choses comme ça des fois, mais j'ai l'impression que c'était ça. On savait que il était pour nous ce match. Tout roulait. Enfin, il y avait rien qui n'allait pas. C'était soit en attaque, soit en défense. Et ouais, il m'a marqué. Il m'a marqué ce match-là. C'était le premier de tes 3 titres C'est ça, de pour Coupe de l'instant. France. Et donc, juste après ton 3e titre qui a eu lieu il y a quelques semaines, début janvier, encore une fois pour la 3e année d'affilée contre les Fenris de Dijon. Les pauvres, vous êtes un peu leur bourreau. Ah, elles en ont marre. Elles nous le disent à chaque fois. Vous voulez pas arrêter, vous voulez pas dégager. Ah non. Bah, surtout que, bon, elles aussi, elles vont être obligées de se mettre à la compète de récupérer les meilleures joueuses pour essayer d'être compétitives. Hein. Ce qu'elles ont déjà fait un peu, hein. Ce qu'elles ont déjà commencé à faire. Parce que Lucie Sinon, elles sont Vido, trop, Lilou trop Delayan, laissées en arrière. Karine, tout ça, c'est costaud. Florine. Ouais, ça vaut mieux un peu de compétition. Bah oui. Non, puis c'est bien, ça. On se challenge mutuellement à un moment donné. Si on veut aussi que le niveau des joueuses françaises augmente, il faut qu'on ait des rivalités Et un bon, peu ouais. comme ça pour qu'on se tire la bourre. Et donc, pour que le niveau en France il augmente, vous avez décidé de partir à quelques-unes à Tampa Bay, juste après la finale championnat de France, Ouais. pour le plus gros tournoi au monde de flag football. Donc le tournoi de Tampa Bay. Déjà, comment tu t'es retrouvé dans cette équipe-là et comment s'est passé ce départ là-bas? Eh ben, c'est Lucie et Clem, donc Clémentine Bochu et Lucie Vino. Ça faisait déjà 2 ans qu'elles le faisaient. Et, euh, et du coup, elle me disait, bah, tu veux pas venir le faire et tout. Moi, je leur ai dit, bah, à ce moment-là, elles intégraient d'autres équipes. Tu vois, pour jouer, elles allaient un peu voir les équipes canadiennes, tout ça. Lucie, elle avait pas mal de contacts et du coup, elles arrivaient toujours à trouver des places dans des équipes. Et moi, je leur ai dit, mais en fait, qui va vouloir d'incuber? En fait, toutes les équipes là-bas ont déjà leur quarterback. Je vais venir et je vais pas jouer, c'est sûr. Enfin, tu vois, je vais pas m'incruster dans des équipes. Ce qui fait qu'elles ont eu l'idée de créer leur propre équipe pour cette année-là. Et donc, elles ont proposé à pas mal de joueuses pour dire, bah, on a notre propre équipe et on y va. Et sachant qu'en plus, cette année, ils ont fait un nouveau format d'un tournoi, c'est le format olympique. Donc, il fallait que tu aies que des joueuses d'une même nationalité pour présenter ton équipe. Donc, elles avaient envie aussi de faire ce format-là. Donc, avoir suffisamment de joueuses françaises, pouvoir présenter une équipe sur ce format-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire partie de la team des Gatitas et Et jouer Gatitas, avec les copines. c'est quoi? Ah, c'est une petite histoire privée. Non, mais c'est Clémentine, elle a un chat qu'elle appelle tout le temps le Gatito. Et moi, à chaque fois, quand je les vois jouer, les filles, il y a des fois, je comprends pas parce que elles ont l'extérieur d'ouvert, par exemple, et plutôt que d'accélérer avec leur vitesse pour prendre l'extérieur et gagner des yards, elles décident de revenir au milieu pour jouer avec les défenseurs, comme un chat, tu vois, avec sa proie. Et du coup, c'est parti un peu de tout ça, de tout ce truc-là. On s'est dit, bah, du coup, si Vous on êtes fait une équipe les petits chats ensemble, en fait. Les voilà, Gatitas, c'est les petits chats. c'est ça. Ok. Et alors, c'était comment à Tampa Bay? C'était ouf. Je me suis dit, mais on ne joue pas le même sport, on ne joue pas le même flag. Le tournoi, il était du mercredi au dimanche, et t'as différents formats, et les filles, Clem et Lu, elles jouent avec une équipe canadienne le mercredi, du 7 contre 7, sans contact. C'est ça le titre du format. On voit le premier jeu se faire, et là, on était sur le côté avec Ludivine Galtarossa, Sonia Women et Adeline Benoît, et moi, et on regarde et on fait, ça c'est sans contact. D'accord. Ça se rentrait dedans à tout va. Tout le monde finissait par terre. Enfin, il y avait pas de flag, jamais de flag de lancer. Et là, on s'est dit, ah, ok, d'accord. Donc, nous, il va falloir qu'on soit prête à jouer de la même façon. Parce que ça ne passera pas si on joue comme en France. Tu vois, au moins, en France, maintenant, au moindre contact, presque, t'as un flag de lancer
Et du coup, tu arrives à récupérer des pénalités et tout comme ça. Là-bas, non. Là-bas, et on a vu la différence entre les joueuses françaises et les joueuses américaines et canadiennes, parce que les filles, quand elles avaient la balle dans les mains, les défenseurs venaient taper clairement les mains et la balle, et nous, bah, on avait les mains qui explosaient, tu vois. Alors pas tout le temps, mais des fois, on avait les mains qui explosaient et le ballon, on le dropait. C'était un drop. C'était pas une faute, c'était un drop. Et quand nos joueuses, du coup, faisaient la même chose, en défense, elles allaient battre les mains et les balles. Ah non, mais les Américaines et les Canadiennes, elles lâchaient rien du tout. Elles avaient les mains solidement accrochées au ballon et tu pouvais y aller. Il y avait rien qui bougeait. Donc, de voir ça, ça donne encore plus envie quand tu rentres en France de dire faut qu'on joue un peu plus physique. Tu vois, faut qu'il y ait un entre-deux sur les compétitions internationales parce que jouer comme les Américains et les Américaines, c'est trop quand même, tu vois. Mais jouer comme nous en France, là, on est trop doux aussi. Et tu vois, les gars, les Red Roosters qui ont gagné le format olympique, justement, là-bas, ils sont champions, et ben ils ont mis un match à s'adapter quand même. Pareil, eux, ils ont pris des cartouches, ils défendaient soft, mais très vite, ils se sont dit, ah ok, bah nous aussi, on va jouer comme eux. Et c'est ça qui les aura permis tu vois, de gagner des matchs. Parce qu'au Et début, l'avantage, c'était... c'est que les mecs, ils ont tous aussi leur background de foot américain. Ils ont tous joué pas mal en ELF, etc. Donc, ils savent aussi jouer physique. Peut-être que vous, chez les filles, vous êtes plus habitués au flag, donc moins à ce côté physique. Et puis, tu vois quand même que les gars, ils sont athlétiques et physiques. Donc en fait, ils ont juste à changer leur façon de jouer pour, euh, pour être compétitifs contre les Américains et les Canadiens et tout cela là. Nous, même si on avait la volonté d'être plus physique, parce que les filles, elles se sont données, hein, elles y sont allées et tout, elles ont vraiment essayé de jouer de la même façon, bah, il y a quand même un gap physique et athlétique. C'est-à-dire que on s'est retrouvé contre une équipe, par exemple, de Canadiennes. Il y avait une fille, elle devait faire 1m85 ou 90. Tous les TD, la QB lançait en haut sur cette fille-là. Et on a eu beau mettre Lucie Vino, du coup, qui était la plus grande, en man sur elle. Elle a sauté pour essayer de battre la balle. Ah, l'autre, elle a chopé la balle sur sa tête. Et c'était frustrant parce que tu te disais, t'avais beau mettre des stratégies en place. En fait, là, juste, on pouvait pas compenser la différence physique. C'est ce que nous disait Lucie quand elle est venue, Lucie Vino, quand elle est venue sur ce podcast. Elle disait qu'aux États-Unis, justement, c'était beaucoup, bon, bah, tu sais quoi, toi, là, tu pars en un contre elle et tu vas la battre. Et que ça jouait beaucoup plus comme ça, le man-to-man, que la partie très stratégique zone qu'on a l'habitude en Europe. Ouais. Ah ouais, tu vois il y a un peu de zone et un peu tout ça quand elles jouent entre elles. Mais oui, c'est beaucoup de match-up et tu sais que elles jouent sur leur capacité athlétique et physique. Et vous étiez quand même parti avec une équipe de joueuses bah, assez talentueuses, hein, qu'avec des filles qui font au moins partie du camp groupe France. Vous en êtes bien sorti, vous, quand même, sur ces tournois-là, sur ces différents formats? Bah, on n'a pas été ridicule, hein. On a fait de bonnes choses, on a pris des tôles, mais, mais on a quand même gagné des matchs, on a quand même été arraché des victoires. Et par exemple, un de mes meilleurs souvenirs, c'est le premier format qu'on fait. Ça s'appelle le gauntlet. Tu démarres à la moitié de terrain et t'as 4 tentatives pour marquer. Et on tombe contre une équipe, une des meilleures équipes américaines direct au premier tour et c'était éliminatoire. Tu n'avais pas de plusieurs matchs. C'était là, c'était tu gagnais ou tu sortais. Et la première mi-temps, on est à 13-13. Elle score, on score, elle score, on score. Et tu te dis, bah, c'est cool, on arrive à lutter un peu. Tu vois, on arrive à produire des choses et à pas être ridicule. Vraiment. Après, en deuxième mi-temps, ça a été autre chose. Et je crois qu'on doit perdre 5 TD à 3. Mais du coup, ça nous a mis dedans parce on s'est dit, ouais, ça va être dur parce qu'on n'était pas nombreuses aussi. On a eu la chance d'avoir des joueuses américaines qui sont venues nous aider. Mais malgré tout, les filles ont fait beaucoup de double plateau. Et donc, on savait que ça allait être dur, mais on n'était pas ridicule. Franchement, on a réussi à produire des choses. Et ça faisait du bien quand même. C'est de se dire, bah, même contre des joueuses physiques, athlétiques, tout ça, on arrive à lancer du deep, on arrive à faire des gros catchs, on arrive à avancer, driver, scorer. On arrive à les arrêter en défense. Donc, c'était bien.
C'était pas trop compliqué pour toi d'appeler tes propres jeux, puisque tu as plutôt l'habitude d'avoir soit Nicolas Severin, soit Thomas pour l'équipe de France, donc des coachs qui appellent pour toi les jeux. Alors, bah, j'ai essayé de jouer avec les jeux que je connais, principalement les jeux répliques, du coup. Mais si, je pense que ça a été compliqué. Je pense qu'avec quelqu'un sur la touche pour appeler les jeux, de façon peut-être plus adaptée à ce qui se passait sur le terrain, parce que moi, j'arrivais pas à tout voir, je pense qu'on s'en serait peut-être mieux sorti. Donc, j'ai essayé de faire au mieux. Bah, il y a eu des moments où ça a bien fonctionné, puisque du coup, on arrivait à driver et scorer. Mais il y a peut-être parfois des choix de jeu ou des choix de jeu qui étaient peut-être pas les bons et qui nous mettaient en difficulté. Bonne expérience, en tout cas, t'es revenu avec des souvenirs plein la tête. Je sais qu'en plus, vous n'êtes pas que allé à Tampa Bay, vous avez aussi un peu. Vous étiez là, vous avez vécu un peu la vie américaine Ouais. pendant quelques temps. Ouais, c'était vraiment bien. Et alors, je reviens sur l'équipe de France. Tu as été ta première sélection équipe de France, tu l'as vu passer la trentaine, ce qui est fort quand même. Ça Ouais. représente quoi pour toi être en équipe de France? C'est une fierté. Clairement, porter le maillot bleu, c'est quelque chose dont j'aurais même pas pu, enfin que j'aurais pas espéré dans n'importe quel autre sport, parce que la concurrence est trop rude et que athlétiquement, voilà, je suis pas une foudre de guerre, mais du coup de se dire que dans un sport où t'es suffisamment bon pour représenter ton pays et porter tes couleurs et les porter fièrement et essayer de les emmener le plus loin possible, ouais, ça fait quelque chose. C'est vraiment une expérience unique, c'est vraiment incroyable. Titulaire en quarterback de l'équipe de France, ça veut dire que tu es même dans un sport de niche comme le nôtre, qui ne l'est de moins en moins, on peut dire du coup que tu es la meilleure quarterback en France, C'est ça, en théorie. pour l'instant. Après Pour avoir, l'instant, et ça toque à la porte. c'est ça. Bah ouais, il y a du monde hein, qui arrive. Donc, il y a un peu plus de Ouais. quarterback. Moi, j'ai beaucoup aimé les finales de la Coupe de France parce que chaque équipe avait vraiment une quarterback qui savait bien jouer. Ce qui n'était pas forcément le cas, je trouvais, les années d'avant. Donc, c'est sûr qu'après, la différence se fait sur aussi les postes de skills et d'autres choses. Mais chaque équipe avait une fille qui savait bien lancer la balle, qui connaissait bien son jeu. C'était hyper agréable. Ça, je me suis dit, ouais, ok, là, il y a une vraie différence de niveau par rapport aux années précédentes. Ouais. Ouais, le niveau, il augmente malgré tout quand même. Tu vois des jeunes qui arrivent aussi, qui ont envie, qui se donnent. Et de voir même le nombre d'équipes féminines qui augmente, bah, c'est bien, c'est positif. Après, c'est pas encore suffisant, mais ça va vers le mieux. Ça va dans le bon sens. Et donc, tu as été capitaine de vie l'année dernière. Est-ce que être capitaine normal, c'est quelque chose qui est un objectif, qui est envisageable pour toi? C'est pas spécialement un objectif parce que pour moi, c'est pas, je dis pas que je serais pas fier et je l'étais là, tu vois, parce que j'étais quand même, enfin, du coup, j'avais ce truc de capitaine de vie, mais j'étais parmi les deux capitaines avec Elisa. Et c'est quand même quelque chose parce que tu dis on te fait confiance et que t'as un impact sur l'équipe. Mais après, je pense que même sans avoir cette étiquette-là, ça m'empêcherait pas d'avoir le même impact, tu vois, au niveau du groupe et d'avoir la même attitude, le même comportement, apporter les mêmes choses au groupe. Et que je sois capitaine ou pas, pour moi, c'est pas quelque chose de primordial. Moi, tout ce que je veux, c'est aider le groupe, essayer de tout donner pour emmener la France le plus loin possible. Et j'espère qu'on y arrivera à aller chercher cette place pour les JO. Et voilà, participer à ça, tu vois. Tu te vois aller jusqu'à 2028? Bah, bien sûr, Et je plus fais loin tout encore? pour. Hein? Et plus loin encore? Bah, plus loin. Ouais, déjà 2028, ce serait bien. Hein. Tu vas faire Mais, comme l'Autrichienne. Tu vas jusqu'à tes 45. mais c'est ça. Mais regarde, Vanita Crouch, la QB américaine, c'est pareil, elle a 44 ans, je crois. Et tu la vois lancer des balles de l'autre côté du terrain, c'est beau, Ouais. ça va. Et T'as encore ça. à ce poste-là, on peut se dire qu'on peut durer quelques années, tu vois. Tu peux plus durer que d'autres postes, ça c'est Voilà. sûr. Parce que Si ce tu qui est bien continues à à ce bien poste-là, t'entraîner. c'est que, bon, t'as les capacités physiques, mais plus t'avances dans le temps, plus tu prends de l'expérience, Ouais. et finalement, presque plus tu deviens bon Ouais. pour faire ton boulot. Donc, tu vois, Tant que tu gardes un bon physique,
pour faire le reste à côté, ce qui est demandé au quarterback, qui n'est pas forcément de courir le plus vite possible parfois. Tu peux rester à un très très bon niveau pendant longtemps. C'est ça. Petite question. Tu disais que tu as repris le hand et que tu en as fait beaucoup quand tu étais petite. On a vu arriver une vague de handballeuses très très douées, notamment à Dijon, avec Florine Marion, Chloé Perret et Léa Mercuzzo, qui ont joué je sais pas si c'est du semi-pro ou du pro, mais qui ont joué à un Ouais. très très bon niveau en handball. Elle, c'est de la nationale 1. Toi Ouais. également, donc, des filles quand même qui sont passées par le hand à très bon niveau et qui maintenant sont en équipe de France ou qui sont passées en équipe de France. Est-ce que tu vois qu'il y a un vrai palier un pont entre le hand et le flag football en termes Ah ouais. de capacité similaire? Pour moi, je reste persuadé que là, tu prends des handballeuses qui sont en nationale 1, bah justement comme Chloé, comme Léa, tout ça. Tu leur apprends le flag, je pense on est une équipe de brutes. Pourquoi? Parce que c'est un peu le hand, c'est un sport de prise d'intervalle, de changement de direction, de changement d'appui. Donc en fait, tout ça, tout ce qui est changement de direction brutaux, en fait, elles ont déjà cette capacité-là à produire ce genre de choses. C'est de la course, c'est de l'accélération, la gestion d'un ballon dans l'espace, d'aller chercher un ballon avec du contest. Au hand, c'est pareil, t'as ça. Je pense que au niveau des capacités que le hand demande, c'est tout à fait adaptable au flag. Et c'est Et pour ça que je t'attraper un pense que, ballon aussi. hein, ouais, attraper un ballon, le lancer. Alors, au début, bah, c'est un peu bizarre parce que ton ballon, il est pas rond, il est ovale. Et il faut que tu essayes de l'envoyer qui reste ovale et que ce soit pas une pizza quand tu le lances. Au niveau du mouvement, c'est assez similaire. Donc, regarde même Gabriela So, elle a aussi fait du handball. Elle a aussi lancé en QB. Donc, c'est la lecture aussi, prise d'intervalle, de voir que le défenseur, comment il réagit et prendre ta décision en fonction de la réaction du défenseur. Au handball, c'est tout le temps ça. Donc, je Tu veux pense que pas c'est le sport demander à tes potes, qui, tu veux pas demander à tes potes du hand de jouer la tour là avec toi? moi, ça fait 8 ans que je les tanne pour qu'elles viennent jouer avec moi. Et le gros frein des handballeuses, c'est, ton sport, il se joue dehors, il fait froid et il pleut. Alors, laisse-nous tranquille. Voilà. Mais elles ont fait, la première année où j'ai fait du flag, j'avais fait le tournoi, le flag Amazon. Et on avait fait une équipe avec, justement, des handballeuses. On était 5 handballeuses et on était venus, on avait fini 3e sur le tournoi. Ouais, c'était pas Ouais. mal. Il y avait 9 équipes, je crois, donc on était plutôt contentes. Deuxième notre tournoi quoi, avec des filles qui ont jamais joué au flag, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, juste je bascule sur ton côté pro. Tu es kiné dans la vie, Ouais. kiné libéral à Tours. Et Euh, Kiné, ça veut dire quand même que tu sais un peu de quoi le corps a besoin pour rester en forme, si tu as des douleurs, comment les soigner. En quoi tu vois que ça t'aide dans ton développement, toi, en tant que joueuse de flag football? ça m'aide pour justement prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, savoir aussi ce que je dois travailler. Et ça m'apporte beaucoup sur ma conscience corporelle. Par exemple, pour tout ce qui est correction de ma mécanique, notamment, eh ben, je sais un peu plus, enfin, j'ai l'impression en tout cas de savoir un peu plus quel type de mouvement il faut que j'aille travailler, quelle mobilité me manque, à quels endroits, et du coup, quoi mettre en place pour améliorer ça. Et Et avec ton puis, diplôme, tu pourrais te faire tes propres programmes d'entraînement et tu non, décides quand même d'avoir un coach à côté. ouais, il faut parce qu'en fait, sur tout ce qui est, j'ai fait pendant 1 an, j'ai été à la salle où c'était moi qui me dépatouillais avec mes exos, et en fait, j'ai pas tant progressé en 1 an. Quand j'ai changé de salle et que j'ai eu ma coach là, euh, en 2 mois, j'avais fait beaucoup plus de progrès. Parce que je pense que dans tout ce qui est planification, type de mode de travail, tu vois, je sais pas, plus faire d'excentrique, d'ISO, de machin. Moi, en fait, j'ai zéro connaissance là-dedans. Je sais que tel type de travail va aider pour la cicatrisation, pour la prévention des blessures. Et après, quel type d'exo faire quand tu es en phase de rééducation. Mais après, en phase de vraiment de réentraînement à l'effort, ça, moi, j'ai pas les connaissances nécessaires et suffisantes pour vraiment faire un vrai programme efficace. Alors, on m'a dit
que ton rêve, c'était d'être blitzer. Ouais, de ouf. Avec ma grande vitesse, là, ce serait le blitz le plus lent du monde. Ce serait, à tout moment, ça perturbe. Hein. QB, il Et lâche la pourquoi ce balle, il serait ton comprend rêve, pas, il ça? dit, mais il est où le blitz, il arrive jamais. Tu vois? Vraiment, j'ai 3 secondes, je mets 5, je comprends pas. C'est ça, je comprends pas. Et Et pourquoi c'est ton ouais. rêve de devenir blitzer? Non, mais c'est plus un running gag, tu vois. Parce que je sais que j'ai pas les capacités pour faire ça. Et en fait, je trouve ça drôle parce que du coup, on me voit vraiment comme quelqu'un qui ne peut jouer que QB. En tout cas, bon, en équipe de France, on est d'accord que c'est le cas. Après, à niveau plus bas, par exemple avec les pionniers et tout, je peux jouer receveur, je peux jouer en défense. Je serai pas bonne, mais je peux, tu vois. Je sais encore courir un petit peu et me déplacer. J'ai un peu de lecture, donc et des mains, un peu. Donc je peux faire, tu vois, donner le change. Mais en fait, quand on propose tu vois, pendant les stages et tout ça, de dire, bah, tiens, tu vas passer un peu en défense, toi, tu vas passer un peu en attaque, tu vas changer de poste, on va t'essayer là, machin et tout. Moi, jamais on me propose. Et du coup, je trouve ça drôle à chaque fois de dire, mais moi, du coup, je peux blitzer. On sait que, tu vois, c'est juste pour faire rire parce que bien sûr que je serais pas capable de faire ça Et pourtant, sérieusement. on te voit souvent, que ce soit chez RN Leafs ou en équipe de France, recevoir des ballons d'Elisa en double QB. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est régulier. C'est vrai. Donc c'est quand même que les coachs ont identifié ta capacité à pouvoir courir et attraper un ballon C'est ça. Un petit peu quand même. Ça y est. de temps en temps pour Ouais. surprendre. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça, hein. C'est pour surprendre. Ça, c'est un peu des actions en one shot. Tu te dis, bon, ça y est, on l'a utilisé, cette action, on peut plus la réutiliser. La défense, ça prendra plus. Mais ça marche une fois. Du coup, c'est cool. Ah ouais, ça marche bien. Souvent, c'est des big plays. Ouais. On va passer sur le segment de fin. J'aimerais que tu me racontes ton meilleur souvenir dans le flag football. Meilleur souvenir dans le flag football. Je me tâte. Parce qu'en fait, il y en a plein. Tu vois, rien que le fait de, enfin, moi, ce qui me plaît aussi dans le flag, c'est, tu vois, de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés, dans un autre contexte. Donc déjà, rien que pour ça, pour moi, c'est le meilleur souvenir du flag, c'est ça, c'est les rencontres, tu vois. Mhm. Et après, vraiment je sais pas, hein. Parce qu'il y a la victoire du Champions Bowl. Il y a l'appel de Lionel pour me dire que j'étais sélectionné pour les World Games. Première sélection. Ça, c'était quand même la première fois et c'était quand même un sacré souvenir. Ouah. Beaucoup de souvenirs. Mais ouais, il y en a trop, en fait. Je crois que j'en ai pas un. J'en ai pas un. J'en ai trop. Trop de bons Et souvenirs. est-ce que tu as un pire souvenir? Pire souvenir? Ah ouais. La défaite contre l'Espagne, là, en huitième de finale. Oh mon Dieu. Pire souvenir de toute ta carrière de flag? Ouais. C'était trop frustrant. Bah, c'est surtout que je pense que vous aviez vu le niveau de l'équipe, vous aviez des espérances largement au-dessus, quoi, et d'avoir le Ah bah, chemin qui s'arrête aussi vite. on voulait la qualif pour les World Games, donc de voir que huitième, on perd, bah en fait, ça y est, la compète, elle est finie. Enfin, elle est finie, non, parce qu'il fallait essayer d'avoir le meilleur classement possible, mais quand on t'as un objectif et que, boum, ce match-là fait que, bah non, cet objectif-là, ça y est, c'est mort. Tu peux même pas te battre pour avoir ton objectif. Ouais, c'est fini. C'était ce match-là qu'il fallait gagner, en fait. T'as pas de deuxième chance. Voilà. Allez, merci, bonsoir. Tu peux aller jouer pour les places d'après qui comptent pas pour aller revivre les World Games, tu vois. Et ça, Mhm. c'était... Oh. L'avantage, c'est que ça n'est pas non plus une saison blanche. Il y a quand même des championnats d'Europe cette année. Ouais, ça, c'est cool, ça. Donc vous allez pouvoir mettre toute votre rage pour aller nous chercher un petit quelque chose là, une petite médaille Ouais. à la maison. Ah ouais, le titre même, hein. Le En fait, titre. c'est le titre. Vous avez gagné le Champions Bowl avec quasiment une grosse partie des joueuses qui sont aussi en équipe de France. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel. Ouais. Après, à voir comment on est utilisé. C'est quoi tes projets futurs? Les projets futurs de Lucie Ouret? En pro ou en perso? Dans le Non, flag? les deux, les deux. J'ai pas de... En fait, là, j'ai tellement mis ma vie en mode flag. Flag pour les JO 2028 que c'est ça le plan. C'est tout donner pour ça. Et après, une fois que tout ça sera passé, pourquoi pas coacher, se former un peu pour coacher, pour essayer de rendre ce qu'on m'a transmis, ce qu'on m'a donné. Parce que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont donné, tu vois, retransmettre ça. Donc là, c'est
je dirais pas la mise sur pause, mais c'est le boulot, le travail individuel et tactique technique pour être la plus performante possible au flag football pendant 3 ans. Et plus après, hein. Ça, on l'a dit, on sait jamais, on s'arrêtera pas là, mais oui, c'est le flag. Là, pour l'instant, Et d'ici 2028, les objectifs en 2025, faut aller gagner. la médaille d'or, championnat d'Europe. Ah oui. De toute façon, si tu commences à venir sur une compétition et que tu veux pas, dans ta tête, tu te dis pas, mais qu'on va chercher la première place, bah ça sert à quoi d'y aller? Après, tu peux avoir quelque chose de plus réaliste, enfin, tu vois, être aussi objectif et te dire, bah, si on l'a pas, mais qu'on a une deuxième, troisième place, c'est bien aussi. Mais quand tu vas sur un tournoi, l'objectif, c'est de gagner. Donc cette année, tu rafles tout là. Copenhague Ball avec les Red Lips, King Ball et Big Ball avec l'équipe de France, le championnat d'Europe avec l'équipe de France, Voilà, la totale. la totale. On retourne gagner le Champions Ball avec les Red Leafs. Vas-y, le Capital Ball, tout. Tout. Ça partage pas là, ça partage pas du tout. Non, non, non. Après, voilà. Tout peut arriver pendant un match, donc quand l'équipe en face est meilleure et que tu perds, bah, si on monte à tout donner, t'as pas cette frustration de te dire, j'ai perdu on a perdu parce qu'on n'est pas bonne. C'est juste, les autres sont meilleurs. C'est des choses qui arrivent, c'est le sport. Mais, ouais, je trouve ça important de dire, ouais, on veut aller gagner, on va aller chercher le maximum de victoires possible, le maximum de titres possible. Du coup, c'est ça qu'on peut te souhaiter pour 2025? C'est tout Ouais. gagner? Tout gagner. Merci. Après, je veux gagner avec les Red Lips, évidemment, mais ouais, une victoire avec l'équipe de France, ça fait du bien. Ça ferait beaucoup de bien, je pense. Où est-ce qu'on peut te suivre pour voir si tu gagnes? Moi, je suis pas, tu l'as vu tout à l'heure, hein, quand on a commencé, je suis pas très à l'aise sur les réseaux. Je ne publie pas trop, je ne mets que des stories, je reposte les trucs, mais bah Insta. Je ne connais même pas mon Insta, donc tu vois, je ne saurais te dire. Peut-être un truc genre Lulu HT5, un truc comme ça. Alors, je vais te Sinon, le faut dire tout venir de à suite. True City Mitch. Pro City Mitch, Ouais, c'est Tours. ouais, c'est toi. Alors, Lucie, ouais, si vous voulez la suivre sur Instagram, c'est Lulu-H. Voilà, un truc comme ça. Ça aurait pu être pire, hein. T'as vu mon adresse mail? Ça aurait pu être pire. C'était une fake adresse mail, j'espère. Même pas. C'est Même pas. vrai. Terrible. Pour ton bien, je vais pas la dévoiler ici. Oh, tu Mais sais, si vous voulez, si on m'envoie un message perso, je vais être obligé de répondre. je vais recevoir des mails après chelou. Dernière question que j'ai l'habitude de poser. Quels invités tu me proposes d'inviter sur ce podcast? Un homme et une femme. Qu'il ne soit pas Elisa 206, c'est ça? Qui ne soit ni Elisa Santis. Exactement. En vrai, je connais pas tant de monde que ça, mais je pense que ça peut être intéressant de voir d'avoir des personnes qui sont dans d'autres, là, t'as vu beaucoup de joueurs et de joueuses. Florian qui était du coup commentateur, mais peut-être des coachs ou des arbitres aussi, pour avoir un peu leur vision du flag plus large. Et des noms, Maïmouna, C'est une joueuse, Memouna. oui. Bah du coup, mais parce qu'après les autres, c'est ça le truc, c'est tu vois, je connais pas disons. Pourquoi faut que je vois Memouna? Parce que je pense que du fait de son expérience et sa vision des choses pour le développement aussi du flag, ça pourrait être intéressant. Okay. En tout cas, je te rassure, c'est prévu. Coach, arbitre, personne de la fédération. On a un panel un peu différent des joueurs qui vont être interviewés sur ce podcast et qui vont nous amener effectivement une vision un peu différente du flag football, tout simplement. Ouais. Parce que c'est tellement étendu que... Tellement étendu, tellement de monde dans ce milieu. Mais de fou. Est-ce que tu veux dire un petit mot avant qu'on se quitte ici? C'est ça, dédicace. Dédicace aux Gatitas. Les deux qui sont restés là-bas. Non, le flag c'est trop bien. Faut en faire. C'est génial. Allez, on s'arrête sur Voilà. ces bonnes paroles. Merci beaucoup, Lucie. Mais de rien. Merci de m'avoir invité.